au siège Bonsoir, de la les société titres de ce journal. Le chef de l'État est en séjour de travail au Maroc. Professeur Alpha Condé est l'invité d'honneur du 10e Forum international de Tanger sur la promotion du développement de l'Afrique. Et puis, la Guinée obtient à la COP Bonsoir, les titres de ce journal. Le chef de l'État est en séjour de travail au Maroc. Professeur Alpha Condé est l'invité d'honneur du 10e Forum international de Tanger sur la promotion du développement de l'Afrique. Et puis, la Guinée obtient à la COP 23 le financement d'un méga projet de reboisement de plus de 60 000 hectares à partir de 2018. Le coût est estimé à environ 1 milliard de dollars américains. Enfin, nous irons à Zérékoré où notre reporter Mabintila Issouma est allé constater la fin du tracas des populations pour l'obtention des papiers de l'état civil. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République prend part au 10e Forum international. C'est au Maroc. Invité prestige de cette rencontre, professeur Alpha Condé s'est exprimé sur l'intérêt de ce forum qui fait la promotion du développement du continent africain. Notre envoyé spécial Sanassi Keita revient sur les temps forts de l'ouverture de ce forum suivi. 10e édition du Forum MEDDI. Les travaux ouvrent leurs portes ce mercredi 8 novembre 2017 à Tanger, sous le thème de la défiance au défi, l'ère des grands bouleversements. C'est une manifestation géopolitique et économique initiée par l'Institut Amadeus. Brahim Fassi, président de l'Institut Amadeus et fondateur du Forum MEDDI, s'est dit honoré de recevoir cette année le président Alpha Condé comme président d'honneur de cette 10e édition du Forum MEDDI, qui pour lui est un grand leader africain qui a su insuffler un renouveau politique à son pays, la Guinée, en œuvrant à consolider une transition démocratique saluée aujourd'hui par les Africains et la communauté internationale. Monsieur le Président, vous n'avez eu de cesse de rappeler l'importance de la solidarité africaine, mais aussi du rôle de la jeunesse dans le développement de notre continent et dont il faut pleinement tirer profit car elle peut s'avérer être une lame à double tranchant. Vous avez à maintes reprises rappelé tout l'enjeu à responsabiliser cette jeunesse africaine. Vous avez appelé à une nouvelle révolution africaine autour de l'éducation, de la formation, de la sécurité, de la santé et du développement du secteur agricole et de l'agroalimentaire. Les discussions de ces prochains jours permettront de revenir plus en détail sur ces sujets clés et d'établir une base aux échanges qui alimenteront nos réflexions sur ces sujets, mais d'ores et déjà, je voulais saluer en vous le visionnaire et l'homme d'État. Monsieur le Président, vous êtes le parrain de cette 10e édition et notre invité d'honneur. Nous nous plaçons dorénavant sous votre parrainage et nous savons qu'entre vos mains, les humbles propositions issues de ce forum, concernant notamment les relations euro-africaines, sauront trouver la résonance qu'elles méritent. Votre présence, Monsieur le Président, est un grand honneur pour notre forum et pour le Maroc, au vu des relations pérennes que le Royaume du Maroc entretient avec la République de Guinée sœur, basée sur l'amitié et la solidarité, mais aussi symbolique en cette période charnière de l'intégration marocaine en Afrique. Au nom de toute la communauté du Forum MEDDI, je vous remercie de votre présence et de l'importance que vous avez accordée à ces échanges. Mesdames, Messieurs, rejoignez-moi s'il vous plaît pour rendre un vibrant hommage à l'un des principaux leaders de notre continent. Le président en exercice de l'Union africaine s'est fortement réjoui d'être ici à Tanger au Maroc pour prendre part à ces travaux du Forum MEDDI 2017. Monsieur le Président d'Amadeus, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'être parmi vous dans cette belle ville historique de Tanger qui a vu naître Ibn Battuta et de pouvoir partager à l'occasion de MEDDI
quelques réflexions sur la situation qui prévaut en Afrique. Mais au demeurant, je tiens à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour l'accueil et l'hospitalité dont ma délégation est l'objet depuis hier. Monsieur le Président, je ne mérite pas tous les hommages que vous venez de me rendre, mais je vous en suis reconnaissant. Car les relations entre la Guinée et le Maroc sont des relations historiques depuis feu roi Mohamed V et feu le président Sékou Touré. Et aussi les relations avec Sa Majesté Mohamed VI sont des relations de fraternité et de visions identiques sur le devenir de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, s'agissant d'un rendez-vous de faiseurs d'opinion et d'acteurs engagés dans la transformation ou les deux à la fois, je ferai l'économie d'analyse exhaustive destinée à justifier mon optimisme. Pour chaque problème que nous devons affronter en Afrique, je pense pouvoir démontrer que nous avons aussi des opportunités qui se présentent à nous. Je vais me contenter d'énumérer quelques défis qui me permettront d'en faire la démonstration. Tout d'abord, j'aimerais mentionner les multiples difficultés dans la construction et la démonstration de notre ambition de paix et de sécurité. Il est vrai aussi que les récents attentats à Mogadiscio, les multiples conséquences du conflit libyen, la dégradation de la situation dans le Kivu, l'instabilité constante au Sud-Soudan ou à la République centrafricaine, sans parler du conflit mené sans compter parler du conflit mené par Boko Haram, nous aurons de l'ambition d'une Afrique en paix à l'horizon 2020, qui est l'ambition de l'Union africaine. L'Union africaine, dont j'assure actuellement la présidence, est bel et bien parvenue à faire taire les armes au cours des 3 dernières années. L'énumération des conflits qui ont cours actuellement fait clairement apparaître cette donnée. Les mécanismes de règlement des conflits adoptés par l'Union africaine sont désormais privilégiés par la communauté internationale. En témoigne, cher ami Nyonkunda, l'exemple de la force de G5 Sahel, initiative africaine décidée, privilégiée par les grandes puissances, y compris les États-Unis, qui ont finalement accepté de participer à son financement. Par ailleurs, exemple montre que les solutions africaines pour tout ce qui touche notre candidat sont toujours efficaces. En effet, je dis souvent, pourquoi voulez-vous que les Bangladesh acceptent de venir mourir en Afrique? Ce n'est pas leur continent. Si on vous demandait d'aller mourir à Bangladesh, je ne crois pas que vous serez enthousiaste. Nous avons dit aux grandes puissances, les problèmes africains ne peuvent être résolus que par les Africains. Le combat contre le terrorisme en Afrique ne peut être mené que par les Africains. Nous demandons seulement d'être accompagnés. Le G5 est donc une illustration de cela, de la volonté des peuples africains de prendre leur destin en main pour mettre fin au terrorisme. Toutefois, la vraie question à débattre est la relation entre le rajeunissement de l'Afrique et le vieillissement de l'Europe. Nous avons besoin des uns des autres. Il est indéniable que les nouvelles technologies vont changer beaucoup de règles, y compris la perte de la valeur du travail dans la création de richesses. Mais l'essentiel de la solidarité entre jeunes et personnes âgées ne disparaîtra pas. Nous devons nous adapter ensemble à des changements de paradigme qui feront face à une réalité qui se modifie à grande échelle. Un autre domaine sur lequel on émet des jugements rapides concerne l'économie. On vient de recevoir les dernières analyses de la Banque mondiale et du Fonds monétaire qui font état d'une reprise timide de la croissance dans nos pays. Je ne pense que notre dépendance des matières premières continue à marquer toutes les lectures. Ces lectures finissent par avoir raison, car la simplification des grilles de lecture devient une tautologie. Si l'économie du pays est vue comme à l'époque coloniale, essentiellement en termes d'échanges avec l'extérieur, ces échanges étant vus surtout en fonction de la valeur des matières premières exportées, il est évident que nous allons continuer à dépendre des aléas de la demande internationale et des coûts des prix
des matières premières que nous ne contrôlons pas puisqu'ils sont fixés à Ottawa ou à Washington ou à Londres. Mais l'économie africaine est plus grande et plus complexe que ce que beaucoup reconnaissent. Les difficultés de l'économie globale, elles aussi, sont plus grandes que ce qu'on dit. Les énormes quantités de liquidités injectées par les banques centrales des pays riches ont créé des dysfonctions importantes dans l'ensemble des indicateurs macroéconomiques. On traite par exemple des emprunts souverains des pays africains en dissociation de ces cadres défavorables et qui pénalisent ceux qu'on classifie comme risque élevé en fonction des critères qui protègent les grandes puissances. Nous devons oser nous dire la vérité. Lorsque la dette d'un pays africain atteint 30 ou 40%, le Fonds monétaire dit tout de suite, il faut arrêter. Mais la dette du Japon, ça fait combien du PIB? L'Italie, ça fait combien? 150, non? La France, plus de 90. Le Japon, je crois, c'est plus de 200. Alors, ce qu'on accepte de ces pays, on ne peut pas l'accepter pour l'Afrique. Mais il n'y a plus de risque aujourd'hui d'investir dans ces pays que d'investir en Afrique. Ça, c'est une vérité que nous devons dire et faire accepter par le monde. La vérité, c'est que l'Afrique possède d'énormes atouts en matière de conversion environnementale ou croissance de la consommation pour affronter les changements avec vigueur. L'avenir du monde sera partiellement marqué par la croissance démographique africaine. Voilà, chers amis, quelques vérités. Mais j'ai dit souvent à mes pères, chefs d'État, d'abord nous devons avoir confiance en l'Afrique. Avoir confiance aux hommes d'État africains. Parce que très souvent, nous, les chefs d'État, on a plus confiance aux hommes d'affaires venus de l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, nous avons des hommes d'affaires qui maîtrisent parfaitement toutes les règles de l'économie mondiale. J'ai dit souvent aussi que l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, pour des causes sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes en plein dans la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique. En effet, les jeunes africains n'ont rien à envier aux jeunes du monde extérieur concernant la maîtrise de nouvelles technologies. Il est vrai que nous avons quelques handicaps. C'est d'abord l'énergie. Nous avons que plus de 60% de la population africaine n'a pas accès à l'énergie. C'est ensuite les infrastructures routières et ferroviaires. Nous sommes en train de parler de l'intégration africaine de la zone de libre-échange. Nous sommes d'accord, mais nous avons un handicap. Comme disait un président africain, mais ça sert à quoi que nous avons une zone de libre-échange s'il n'y a pas de route entre mon pays, le Congo et le Cameroun par exemple, ou le chemin de fer. Donc les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'énergie, les infrastructures et les nouvelles technologies. Et je suis convaincu que l'Afrique sera l'avenir du monde. Si je prends l'Afrique de l'Ouest, en 2050, on sera plus peuplé que la Chine. Mais l'Afrique a un avantage, c'est la jeunesse de sa population. 70% de la population africaine a moins de 35 ans. Alors que les pays développés vieillissent, l'Allemagne importe la main-d'œuvre, le Japon en importe. Cette jeunesse, c'est l'avenir de l'Afrique, parce que c'est une jeunesse qui maîtrise de nouvelles technologies. L'essentiel, que les Africains aient confiance en eux-mêmes. Parce que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés viennent de l'extérieur. Je me rappelle qu'au G8, c'était à l'époque G8 à Deauville, le président Issoufou nous a mis en garde de grandes puissances. N'intervenez pas en Libye. Si vous intervenez, il y aura 2 conséquences. La somalisation de la Libye, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'État en Libye, et la prolifération des armes et du terrorisme chez nous. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État en Libye. Il n'y a pas, et il y a la guerre chez nous, au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad. Alors c'est facile aujourd'hui qu'ils reconnaissent tous que c'est une erreur d'être intervenu. Mais qui supporte? C'est nous. Alors n'acceptons plus que les problèmes africains soient réglés de l'extérieur. Nous sommes capables de les régler nous-mêmes. Nous devons avoir une coopération d'égal à égal. Quand vous demandez aux jeunes Africains, qu'est-ce que vous pensez de l'élection de tel président en Occident, ils disent, nous, ce n'est pas notre problème, c'est l'Afrique. Donc, il faut que nous, les chefs d'État, on ait une vision qui corresponde à la vision de cette jeunesse.
cette jeunesse qui est décomplexée et qui pense qu'elle est aussi capable que la jeunesse. Il y a, le président Poutine disait dernièrement que l'Afrique est plus riche que l'Europe, que si nous avons une monnaie unique, ce n'est pas nous qui allons émigrer vers l'Europe, que c'est l'Europe qui va émigrer vers l'Afrique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons toutes les potentialités. Mais les hommes d'affaires africains aussi doivent avoir confiance en eux-mêmes. Et que nous, leaders, on ait confiance à ces hommes d'affaires. Et qu'on permette aujourd'hui le développement partenariat public-privé, partenariat privé-privé. Nous sommes d'accord qu'il faut coopérer avec le reste du monde. Mais ça doit être une coopération d'égal à égal, coopération gagnant-gagnant, où chacun y trouve son compte. Nous ne voulons plus de donneurs de leçons. Nous sommes capables nous-mêmes de définir notre propre plan économique. Yankounda, tu dois te rappeler qu'on a eu le plan de Lagos, qui était un très bon pour l'Afrique. Il n'a pas lu qu'un cadre du Fonds monétaire vienne dire non, c'est pas bon, pour qu'on ait les ajustements structurels. Mais ces ajustements structurels ont fait beaucoup de mal à l'Afrique. On disait, il faut dégraisser la fonction publique. Mais j'ai rappelé à Paris une fois une rencontre avec Guterres qui était Premier ministre du Portugal, Jospin qui était Premier ministre en France et Veltroni, maire de Londres. Il dit nous sommes tous membres d'Internationale socialiste, mais nous n'avons pas les mêmes problèmes. Lorsque Madeleine en France a dit simplement qu'on ne va pas remplacer les fonctionnaires qui ont à la retraite, Juppé qui était Premier ministre a demandé le même jour à Chirac de le faire partir. Nous, on nous demande de dégraisser la fonction publique, d'avoir moins d'enseignants, d'avoir moins de médecins. La conséquence, voilà, nous sommes en retard sur le plan de l'éducation, nous sommes en retard sur le plan de la santé. Pendant ce temps, les gens qui nous ont dit de faire l'ajustement structurel, ils n'ont pas eu de conséquences. Après, on le connaît, c'est une erreur. Chaque fois, on nous fait prendre des voies et ensuite on dit c'est une erreur. Mais nous avons subi les conséquences. Si nous ne voulons plus cela, il faut que nous soyons capables nous-mêmes de définir quelle politique économique il faut à l'Afrique. Pas qu'on définisse à Washington le Fonds monétaire mondial, mais qu'on définisse ici au Maroc ou à Addis Abeba ou à Abidjan. Parce que nous seuls connaissons quels sont nos problèmes. Et les solutions ne viendront que de nous. Donc, il faut que nous nous décomplexions. J'étais très fier quand je suis venu à Meknes, parce que j'ai vu un bœuf qui pesait 1,7 tonne. Et j'ai dit, le Maroc n'a rien à envier aux Pays-Bas. C'était une fierté pour moi de voir qu'un pays comme le Maroc, aujourd'hui, n'a rien à envier à l'Occident. C'est pourquoi je pense que le Maroc peut jouer un très grand rôle dans le changement de l'économie africaine. Pourquoi j'étais très heureux que le Maroc ait retrouvé sa place à l'Union africaine. Donc, si nous, chefs d'État, nous devons nous décomplexer, vous êtes homme d'affaires, vous devez vous décomplexer. Mais aussi, ne pas seulement penser aux bénéfices, mais penser qu'est-ce que vous allez apporter à cette jeunesse africaine. Qu'est-ce que vous allez faire pour que nos enfants n'aillent plus mourir dans les eaux de la Méditerranée. Vous avez une double responsabilité. Bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires, vous gagnez de l'argent. Mais vous devez mettre en priorité aussi le développement de l'Afrique. Plus l'Afrique se développe, plus la richesse est répartie, mieux vous pourrez faire des affaires parce que vous aurez un marché plus élargi. C'est ce mot que je voudrais terminer en souhaitant plein succès à cette réunion et en félicitant l'organisateur parce que ça fait 10 ans qu'il a eu le courage de continuer cela. Nous espérons qu'il y aura d'autres organisations cela dans d'autres pays. En tout cas, c'est toujours une grande fierté pour moi et un grand plaisir de me retrouver au Maroc. Je vous remercie. Plateforme de réflexion et de débat autour de différentes problématiques et thématiques prioritaires globales, le Forum MED a été mis en place dans le but de contribuer au débat international dans un contexte marqué par l'émergence des pays du Sud et des pays africains, dont il est devenu le porte-voix. Ici à Conakry a débuté aussi ce matin la deuxième édition du Forum international sur les finances publiques, un rendez-vous majeur de la vie nationale qui enregistre la participation de plusieurs experts. Au menu, des débats importants sur la qualité des dépenses et la gouvernance financière. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé l'ouverture de ce deuxième forum organisé par le ministère du Budget. Reportage Adi Kamara, Kabassouma.
C'est la deuxième édition du Forum international sur les finances publiques. C'est la compte tenu de l'engagement du gouvernement guinéen à qualifier davantage la gestion de l'administration publique et à réduire efficacement l'incidence de la pauvreté sur les populations. Sur ce, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et autres acteurs de la vie socio-économique de notre pays multiplient les efforts pour améliorer la gestion budgétaire et soutenir la relance économique à travers, bien sûr, des réformes hardies dans une approche intégrée et inclusive. La gouvernance publique s'apprécie par l'efficacité des politiques publiques, dont le processus de formulation et de mise en œuvre est censé suivre un chaînon vertueux, tirant sa substance des missions de service public, traduites en politique publique, stratégie et plan d'action, et débouchant sur les évaluations dont les résultats doivent être portés à la connaissance du citoyen par souci de redevabilité. Voici pourquoi il faut par moment marquer un temps d'arrêt pour s'interroger sur le degré de satisfaction des destinataires des politiques publiques que nous conduisons. Ce forum est un creuset de réflexion pour relever un certain nombre de défis économiques. Donc, le Premier ministre Mamadou Youla s'est appesanti sur la consolidation des bases de l'émergence de notre économie. Pour relever ce défi majeur, je dirais, du financement de notre développement dans un contexte international marqué par une certaine frilosité, notre pays doit s'engager résolument dans la voie de l'amélioration de la gouvernance des finances publiques domestiques. Ces réformes doivent indéniablement s'appuyer sur des politiques publiques saines et efficaces. C'est justement pour cette raison que le gouvernement a entrepris depuis 2011 un vaste programme de réforme des finances publiques qui a permis d'adapter le cadre institutionnel, légal et réglementaire matérialisé entre autres par la loi d'unicité des caisses de l'État de 2011, la loi organique relative aux finances publiques et ses textes d'application de 2012, le Code des marchés publics de 2012, le décret portant cadre de gouvernance des finances publiques de 2014, la loi portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics de 2016, la loi relative aux transactions électroniques de 2016. Le chef du gouvernement est revenu aussi amplement sur les acquis des finances publiques. La mise en œuvre de ces réformes a permis de soutenir la relance économique avec une croissance réelle du PIB s'étant établie à 6,6% en 2016, avec une prévision de 6,7% en 2017, contre une moyenne de 3,5% entre 2013 et 2015. Ces réformes ont également permis d'améliorer la gestion des finances publiques. Le déficit budgétaire a diminué sous l'effet conjugué d'une augmentation des recettes et d'une réduction des dépenses publiques. Les recettes fiscales ont augmenté grâce, entre autres, à la mise en place de nouvelles mesures de mobilisation et de sécurisation de certains impôts et à la signature de contrats de performance plus ambitieux avec les régies financières. Ce forum de 3 jours va se pencher sur la gouvernance des finances publiques, qualité des dépenses et essor économique, réforme des finances publiques, développement du secteur privé et emploi, politique publique et lutte contre la pauvreté. Des thèmes qui seront développés par des experts nationaux et internationaux en vue d'apprendre, comprendre et saisir la vision du gouvernement Mamadou Youla sous le leadership du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière d'efficacité des politiques publiques et de transparence budgétaire en Guinée. Et puis ce communiqué du ministère de la Justice qui vient de nous parvenir, le ministère de la Justice porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le pool des juges d'instruction a communiqué le dossier relatif aux événements du 28 septembre 2009 au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine pour règlement définitif. Un avis de l'ordonnance rendue a été remis aux avocats afin qu'ils le consultent conformément
conformément à l'article 290 du Code de procédure pénale. La clôture de l'instruction interviendra après les réquisitions du procureur de la République. Par ailleurs, le ministre de la Justice a pris un arrêté créant un comité de pilotage en vue de la préparation matérielle du procès à venir. C'est à Conakry le 9 novembre 2017, signé le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Cheikh Sako. L'initiative présidentielle pour le développement des unités industrielles se matérialise sur le terrain, mais les autorités tiennent à s'assurer que ces unités répondent aux normes et règlements en vigueur en République de Guinée. L'usine d'Anakar de Kagbélé et celle de fabrique d'alimentation pour volailles sont la première étape de cette évaluation. Algassi Mouba. Nous sommes dans la zone industrielle de Kagbélé. Cette usine est spécialisée dans la transformation de la noix de cajou brute en amande. Elle a une capacité de production de près de 25 000 tonnes par an de produits finis. La commercialisation va permettre au pays d'engranger des revenus. Nous, planteurs, ça augmente encore, si vous voulez, notre confiance dans notre secteur. Déjà, le gouvernement, depuis quelques années, fait des efforts énormes en notre faveur. Et si, en plus, les industriels s'ajoutent à cela, nous pensons de plus en plus que nous avons eu raison de nous engager dans cette voie-là. En plus de son avantage dans l'agriculture et l'industrie, l'implantation de cette unité industrielle favorise la création d'emplois. Vous aurez dans l'industrialisation des créations d'emplois, puisque cette usine va créer pas moins de 110 emplois directs dans un premier temps, avec en perspective une création de 500 emplois au moins. Cela va procurer des revenus aux Guinéens qui en ont bien besoin. Et ensuite, comme je l'ai dit, il y aura une partie qui sera exportée et très certainement une partie qui sera vendue ici sur le marché national. La Guinée va pouvoir exporter pas des produits bruts, mais du produit fini. Donc avec de la valeur ajoutée, avec plus de revenus pour le pays. Et en exportant aujourd'hui, nous avons des exigences. Les produits exportés sont redevables du retour des devises liées à ces exportations. Donc, les opérations d'exportation qui se dérouleront ici fortement vont conforter notre monnaie nationale avec le retour des devises ici de la vente de ces produits à l'extérieur. Après Kagbélé, le ministre de l'Industrie, accompagné par le ministre de l'Élevage et celui du Commerce, s'est rendu à Manéa dans l'usine de fabrique d'alimentation pour volailles. La visite de ces industries est une façon pour Boubacar Bari de s'assurer que les installations de ces fabriques répondent aux normes et règlements en vigueur en République de Guinée. L'État a mis tout un dispositif réglementaire et juridique en place pour accompagner, favoriser l'investissement en allégeant les droits fiscaux et douaniers à tous ces investisseurs. C'est pourquoi un nouveau code des investissements a été promulgué. Donc ce que je peux, moi en tant que ministre, c'est d'encourager ce genre d'initiative et dire à ceux qui sont sceptiques pour investir que c'est la bonne voie, c'est le secteur privé qui va être le moteur de développement de notre pays et le ministère en charge de la promotion du secteur privé est là justement par la volonté du président de la République pour les accompagner. Cette initiative présidentielle s'inscrit en droite ligne avec le développement des unités industrielles pour la production agricole. Direction l'Allemagne où se tient à Bonn le plus grand rendez-vous sur le climat. À peine installée, la délégation guinéenne à la COP23 obtient un méga projet. Il s'agit du reboisement de plus de 60 000 hectares à partir de 2018. Le coût du financement est d'environ $1 milliard américains. Envoyé spécial à Bonn, Mamad Alpha Baldé.
Dans les couloirs interminables de la 23e conférence des partis sur le changement climatique, la délégation guinéenne se montre active. Ce matin, elle vient de décrocher un projet de restauration de plus de 60 000 hectares de forêt avec à la clé environ 30 000 emplois directs. Le coût du projet est estimé à plus d'1 milliard de dollars américains. Le projet va démarrer en 2018 et ça couvre dans un premier temps 69 000 hectares. Vraiment, ça nous permettra d'engager une lutte farouche contre la dégradation de nos terres et ça permettra au pays de décoller sur le plan écologique. Le projet est piloté par l'ONG Big Green, spécialisée dans la promotion des énergies renouvelables. Elle vient de développer une nouvelle espèce de plante à croissance rapide, considérée comme la plus améliorée au monde. Déjà, le côté guinéen a dégagé l'espace suffisant pour la mise en œuvre du projet. Le ministère de l'Environnement a mis à disposition à Big Green 65 000 hectares de forêt dans lesquels cette plante à croissance rapide va être plantée. C'est un résultat parce que la Guinée, peut-être par sa dimension, est un petit pays, mais par son engagement, là, c'est un engagement fort. Nous sommes venus chercher quoi à la COP? Nous sommes venus chercher des financements pour nos projets. Et là, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de palpable. Ce n'est pas une aide publique au développement. C'est dans le cadre du partenariat public-privé prôné par notre cher président, son Excellence, le professeur Alpha Condé. La matérialisation de ce vaste programme de reboisement permettra de favoriser l'écotourisme, l'éco-industrie et même la création de nouvelles villes écologiques en Guinée. Il y a 42 ans que fut créée la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 42 ans après, cette institution veut être encore plus proche des communautés, d'où cette série de communications sur la vision 2020 de la CEDEAO. Yaya Silla. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une émanation de la volonté des 15 États membres de promouvoir la coopération économique et l'intégration régionale des économies des pays de la sous-région. Il y a 42 ans, les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest signaient ce traité de création. Après plusieurs révisions, afin de refléter le désir de paix, de sécurité régionale et de stabilité politique des pays membres, la CEDEAO se lance un grand défi à l'horizon 2020, celui de transformer la région d'une CEDEAO des États en une CEDEAO des peuples. Dans ce centre universitaire, le projet est partagé avec les étudiants. Pour parvenir à la réalisation de la vision à l'horizon 2020, la CEDEAO a mis au cœur de son action prioritaire l'épanouissement de la jeunesse pour accompagner son projet de développement et l'intégration dans la région, d'où notre présence ici ce matin. À l'occasion du 42e anniversaire, des étudiants, des hauts cadres de l'administration, des professeurs d'université et des diplomates ont échangé sur les questions qui se posent à la réalisation d'une véritable intégration sous-régionale. Des questions auxquelles le gouvernement entend faire face en synergie avec les États membres de la CEDEAO. La Guinée est fortement engagée pour la mise en œuvre les résolutions issues, les différentes conclusions et conférences organisées à cet effet pour aboutir enfin à une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des États. Et aussi, après 2008, la définition de la vision 2020 qui concourt à avoir une CEDEAO démocratique et une CEDEAO prospère, la Guinée a mis des bases réelles, des actions réelles pour atteindre aussi cette vision-là. La CEDEAO est une instance sous-régionale qui s'investit dans la résolution des conflits politiques par la voie de dialogue. La commission est présidée par Marcel Alain de Souza, de nationalité béninoise.
Travaux publics, notre patrimoine routier est de plus en plus agressé. C'est le cas de la route Kissidou-Guékédou, nouvellement construite. Cette route n'a même pas encore été officiellement remise que d'importants dégâts sont déjà constatés dessus. La ministre des Travaux publics est allée voir ces destructions causées par les travaux d'installation de la fibre optique. Ansouman Toumani Kamara, reportage. La route nationale numéro 2 Kissidou-Guékédou est reconstruite sur 55 km sur une distance totale de 80. Pendant qu'elle attend sa remise officielle par Sozea Satom aux autorités guinéennes, l'infrastructure est agressée par les travaux d'installation de la fibre optique au compte du backbone national. L'entreprise Sozea Satom qui a réalisé cette route, le bailleur de fonds, l'Union européenne et le maître d'ouvrage déplorent ces agressions qui compromettent la longévité de ce patrimoine routier. Je demande à l'entreprise de reprendre intégralement tous les dégâts et à la satisfaction parce que l'ouvrage est encore sous contrat. Les travaux que l'entreprise doit entreprendre pour la remise en état doivent être approuvés systématiquement par l'entreprise Satom qui a encore la main sur la route. Selon les techniciens du ministère des Travaux publics, cette tranchée devrait être entre 6 et 8 mètres de l'emprise de la route. Ces mesures sont complètement ignorées, surtout au niveau des accotements, des remblais et des ouvrages de franchissement. Pourtant, le gouvernement paye cher un bureau de contrôle pour le respect de ces normes contractuelles. Je ne peux pas dire qu'à l'heure actuelle que ce soit fait ou pas fait. Je sais qu'il y a plusieurs courriers qui ont été établis de la part de la direction des travaux publics qui donnent des emprises qui varient entre 6 et 20 mètres par rapport à l'axe de la route. Je sais que les entreprises aujourd'hui essayent d'observer ces limites, mais il y a aussi des caractéristiques techniques qui font que c'est difficile à respecter, notamment quand on passe au-dessus des cours d'eau ou des ouvrages hydrauliques et qu'on travaille en zone inondée ou en zone de culture. Ce qui concerne les dégâts effectués, nous-mêmes on n'a pas encore fini les travaux et on va encore remettre comme l'État, comme le cahier de charge, parce que comme ce que vous voyez comme ça, les trous encore ne sont pas fermés bien sûr, mais on va les fermer et on va faire conformément à l'état initial. Ce phénomène d'agression du patrimoine routier guinéen prend aujourd'hui plusieurs formes et dans toutes les localités du pays. C'est le cas de ces citoyens d'un quartier de Conakry. Eux aussi détruisent en toute quiétude le bitume pour leurs besoins familiales d'adduction d'eau. Et du coup, ces ouvertures sur la chaussée fragilisent la longévité de cette ruelle. Je vous le disais dans les titres, le tracas des populations de Zérékoré quant à l'obtention des papiers de l'état civil est sur le point d'être un lointain souvenir. Le ministère de la décentralisation et ses partenaires ont décidé de mettre sur pied un projet de modernisation de l'état civil pour faciliter la vie aux populations. Depuis Zérékoré, Mabint Laïsouma. Zérékoré est l'une des préfectures les plus denses en matière démographique. Avec une population estimée à 193 300 habitants, les citoyens ont du mal à faire face à l'offre des services d'état civil. Pour relever le défi, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'Union européenne et l'UNICEF passent à l'offensive. Objectif, contribuer à la modernisation du système de l'état civil guinéen. Déjà de pouvoir mettre ensemble tous les acteurs, c'est-à-dire l'état civil, la justice, la santé, les leaders religieux, l'éducation, pour vraiment qu'ils puissent travailler ensemble puisqu'ils sont tous acteurs et bénéficiaires de l'état civil. Donc c'est qu'ils puissent se donner la main pour vraiment améliorer, réformer et moderniser l'état civil. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait de naissance, les mariages et décès sont peu ou pas enregistrés. Zérékoré est la région pilote du projet. Déjà, les premières réformes sont visibles, autorités et citoyens les accueillent avec beaucoup d'enthousiasme. En ce qui concerne le décès, si ce n'est pas des fonctionnaires, pour les besoins des documents par rapport à la pension, les citoyens n'en font pas un besoin réel. Et le taux de mariage, il faut reconnaître que les mariages se font à plusieurs niveaux. Les mariages sont soit coutumiers, soit religieux, soit civils. Donc ceux-là qui acceptent de venir à la commune viennent pour le mariage civil. Et ces gens ont besoin d'avoir des actes dans leur dossier. Cependant, les autres, ils n'ont pas besoin d'actes.
La stratégie nationale de réforme et de modernisation de l'état civil a été validée le 3 novembre 2017. Depuis cette date, autorités locales et organisations internationales travaillent afin que le projet touche l'ensemble du territoire. Humanitaire, les employés de la société de téléphonie mobile Orange Guinée donnent leur sang pour sauver des vies. 2 tours de dons de sang au sein de la société ont permis d'obtenir 50 poches pour le centre de transfusion sanguine de Donka, une action qui en dit long sur l'humanisme de ces travailleurs. C'est un publi-reportage signé Tierno Maroufba rendu par Ousmane Ba. Au siège de la société de téléphonie Orange Guinée, ce matin est non seulement un jour de travail, mais aussi un jour d'action humanitaire. Depuis 8 heures, les employés de cette société se livrent à un geste précieux, une opération de don de sang. Directrice achat et logistique de la société, Dioba est à sa 2e participation à ce genre de campagne. Pour elle, donner son sang, c'est sauver une vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon sang parce que pour moi, c'est un acte très important. Faire don de soi, c'est un acte éminemment citoyen. Ce n'est pas la première fois que je le fais et j'espère pouvoir le faire encore plusieurs années. Donner le sang, sauver des vies. Et je sais que le sang qui est prélevé va être destiné aux malades qui en ont besoin. C'est un appel à tous les Guinéens de faire vraiment comme Orange l'a fait pour sauver les malades qui en ont besoin. Cette campagne de don de sang volontaire est un programme citoyen initié par la société. Pour ces 2 tours de dons, 50 poches de sang ont été récoltées par le Centre national de transfusion sanguine. Pour nous, il faut que le salarié soit exemplaire, un citoyen exemplaire. Nous sommes dans la période de la CENACIP, de la citoyenneté. Il faut qu'on puisse éduquer la population au don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine passe des appels souvent parce qu'il y a un manque de sang. Et s'il n'y a pas de sang, c'est des vies perdues. Donc nous nous engageons à les aider, à les accompagner pour donner du sang et faire un acte citoyen. À travers cette action, les salariés d'Orange montrent qu'il ne s'agit pas simplement d'aider les communautés, mais c'est également donner de soi-même. Donc pour s'impliquer dans des projets qui sont bénéfiques pour la communauté entière. Et par cela, nous avons souhaité montrer l'exemple et également faire vivre au quotidien notre engagement d'être aux côtés de la population guinéenne. Ce geste humanitaire des employés de la société Orange intervient dans le cadre de la célébration des 10 ans de la société en Guinée. Avant de terminer, on revient sur ce communiqué du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le pool des juges d'instruction a communiqué le dossier relatif aux événements du 28 septembre 2009 au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine pour règlement définitif. Un avis de l'ordonnance rendue a été remis aux avocats afin qu'ils le consultent conformément à l'article 290 du Code de procédure pénale. La clôture de l'instruction interviendra après les réquisitions du procureur de la République. Par ailleurs, le ministre de la Justice a pris un arrêté créant un comité de pilotage en vue de la préparation matérielle du procès à venir. Fait à Conakry le 9 novembre 2017, signé le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Cheikh Sako. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous serez avec Falilou Diallo. Bonne suite de programmes sur vos télévisions nationales.